Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec René Ruth dans le DAF Fresh Morning. Il est 7h33. On va retrouver Jean-Paul pour l'actualité internationale. Bonjour Jean-Paul. Bonjour René Ruth. Comment tu vas? Ça va très bien. L'actualité internationale est dominée par quoi? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Turquie, le plus grand État d'Europe. Enfin, le plus grand État d'Europe. Il est à cheval entre l'Europe et l'Asie, mais par sa taille et par sa démographie, c'est près de 400 millions d'habitants, 380 exactement. C'est un État qui est particulièrement scruté sous tous ses angles ces dernières semaines. Pourquoi? Mais il y a les élections, non? Il y a eu les élections, le premier tour, là, et je vais commenter les résultats, mais surtout, essayer de comprendre pourquoi est-ce que toute la presse internationale, tout d'un coup, s'intéresse aux élections en Turquie, parce que Recep Tayyip Erdogan n'est pas un nouvel arrivant dans la politique turque. Ça fait près de 20 ans qu'il est au pouvoir. Il a passé à peu près 11 ans en tant que Premier ministre, et là, il est à 9 ans en tant que président. Non, il a passé 15 ans Premier ministre, là, ça fait à peine 5 ans qu'il est président de la République. Il a modifié la Constitution pour mettre en place non plus un régime parlementaire, mais un régime présidentiel. Et ensuite, il est passé aux élections en 5 ans. Il a obtenu, si tu veux, l'approbation des Turcs, et il est devenu président de la République. Et évidemment, il faut savoir que la Turquie, c'est un jeune État. Il a été créé par Mustafa Kemal le 29 octobre 1923. Donc, en octobre prochain, on va fêter le centenaire de la naissance de l'État turc. Mais la Turquie est importante parce qu'il y a un certain nombre de dossiers internationaux dont la Turquie joue un rôle central, voire essentiel. Premièrement, il y a d'abord la question de la guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine dispose du soutien des pays occidentaux et de l'OTAN, des pays occidentaux, dont ceux de l'OTAN, dont la Turquie fait partie, mais la Turquie n'aide pas l'Ukraine dans le sens où il n'applique pas les sanctions occidentales et ne fournit pas des armes, même si avant le déclenchement du conflit, on sait que la Turquie avait vendu des armes à l'Ukraine, notamment des drones. Ces drones-là qui se sont avérés particulièrement efficaces lors de la première année de ce conflit pour essayer de contenir en quelque sorte les assauts militaires russes. Et puis, la deuxième chose, c'est que la Turquie a aussi des relations avec la Russie. Il ne faut pas l'oublier, que c'est grâce à la Russie qu'il y a eu la médiation grâce à la Turquie qu'il y a eu la médiation entre la Russie et l'Ukraine concernant l'accord céréalier qui a permis aux Ukrainiens d'exporter leurs céréales, parce qu'il ne faut pas oublier, l'Ukraine, avant le déclenchement du conflit, était le 4e plus gros exportateur mondial de céréales. Et donc, grâce à cet accord obtenu par les Turcs, ils avaient obtenu, l'Ukraine peut aujourd'hui exporter ses céréales, même si pour la Russie c'est un peu plus compliqué, et l'accord qui consistait à prolonger encore de 90 jours, cet accord céréalier-là est en grave danger, parce que évidemment les Russes estiment que cet accord-là ne protège pas assez les transporteurs russes qui voudraient acheminer aussi les productions céréalières russes, et donc pour cette question-là, la Turquie a un rôle central parce que c'est la Turquie qui contrôle l'essentiel du détroit du Bosphore, parce que le détroit du Bosphore, c'est une zone stratégique qui permet justement à l'Ukraine d'accéder justement aux grandes eaux internationales pour pouvoir aller exporter ces céréales. Donc, de ce point de vue-là, de cette question-là aussi, l'Ukraine est particulièrement importante. Et puis, par l'Ukraine, la Turquie est particulièrement importante. Et puis aussi, il y a la question de l'élargissement de l'OTAN. Il faut savoir qu'il y a de nouveaux pays qui frappent à la porte de l'OTAN, et le principe voudrait que pour qu'un pays puisse adhérer à l'OTAN, il faudrait que la totalité des pays acceptent cette adhésion-là. Et donc, on a vu dernièrement 2 pays frapper à la porte de l'organisation nord-atlantique, à savoir la Finlande et la Suède. La Finlande a obtenu l'accord de la Turquie pour son adhésion à l'OTAN, qui est devenue effective, mais pour la Suède, ça traîne encore des pieds. Pourquoi? Parce que la Turquie estime que la Suède est devenue une espèce de refuge pour les opposants kurdes, membres
du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est une organisation considérée comme étant terroriste par Recep Tayyip Erdogan et son gouvernement. Et donc, en estimant que la Suède étant une terre d'asile pour ceux qu'ils considèrent comme étant ses pires ennemis politiques et militaires, il bloque donc l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Donc, ça aussi, c'est un dossier pour lequel, évidemment, les autres pays sont particulièrement regardants. Et puis aussi, il faut savoir que la Turquie aussi a un rôle important dans certains autres dossiers, notamment sur le continent africain. On sait que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan soutient une frange qui est en guerre en Libye, notamment la frange soutenue par la communauté internationale, donc le gouvernement qui est basé à Tripoli, alors qu'on sait qu'il y a une autre branche qui est dirigée par le maréchal Haftar, qui est soutenue par les Occidentaux et qui est basée à Sirte. Et donc, on sait aussi que les Turcs ont des troupes massées en Libye et donc jouent aussi un rôle dans ce conflit-là. Et il y a aussi toute la diplomatie turque qui s'est considérablement déployée à travers le monde. Ça, j'en avais parlé ici au Fresh Morning. Au cours des 25 dernières années, il faut savoir que la Turquie a ouvert pas moins de 80 nouvelles ambassades. Et donc, on sait aussi que la Turquie a à travers des emblèmes comme sa compagnie nationale Turkish Airlines, ouvert des destinations à travers le monde entier. Et donc, pour toutes ces raisons-là, la Turquie est devenue un acteur majeur géostratégique de premier plan. Et c'est la raison pour laquelle on regardait avec énormément d'attention les résultats des élections ici. Et puis la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que là, cette fois-ci, les sondages ont menti. Pourquoi ? Parce que le principal adversaire de Recep Tayyip Erdogan, qui s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu, lui, il est soutenu par une frange de 6 partis de gauche. C'est véritablement l'opposition qui a fait un effort surhumain pour essayer de se réunir et former ainsi une candidature unique. C'est cette candidature unique-là qui a permis justement à Kemal Kılıçdaroğlu d'arriver en seconde position derrière Recep Tayyip Erdogan. Il ne faut pas oublier que jusqu'à il y a 3 jours, les sondages ayant été réalisés en Turquie disait Erdogan perdant. Il disait Erdogan perdant pourquoi ? Il lui imputait principalement 2 raisons pour ce probable échec futur, qu'il prédisait comme étant futur. La première raison, c'était sur le plan économique. La Turquie traverse une grave crise économique. Il faut savoir que la livre turque, la monnaie officielle, s'est dépréciée de près de 85%. On a un taux d'inflation qui avoisine les 90%. Ça, c'est le premier facteur économique qui n'est pas particulièrement bon. Le deuxième facteur, c'est évidemment celui lié au séisme qui avait frappé la Syrie et la Turquie, pour lequel une partie, notamment les opposants, reprochent à Recep Tayyip Erdogan sa mauvaise gestion de la crise, le fait que les secours humanitaires aient attendu 3 ou 4 jours avant de pouvoir arriver sur place, le fait que l'acheminement de l'aide qui vient de l'étranger ne soit pas correctement ou ne soit pas suffisamment bien administré, bien réparti parmi les victimes. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, et puis aussi, il y a toute l'administration qui était à l'origine, selon certains opposants, de la débâcle que l'on peut observer à l'issue de ce séisme. C'est-à-dire que, par exemple, pour les normes de construction, les constructions ne respectaient pas les normes antisismiques, et c'est la raison pour laquelle on a pu voir que ce séisme-là a fait énormément de victimes, parce que les constructions, les différents bâtiments ne respectaient pas les normes antisismiques, et c'est ce qui a aggravé le nombre de victimes. Donc, les observateurs se disaient que pour toutes ces 3 raisons-là, pour ces 2 raisons-là essentiellement, il était peu probable que Recep Tayyip Erdogan puisse remporter l'élection. Et puis là aussi, c'est aussi un coup de pied au nez à certains analystes occidentaux qui ont toujours qualifié la Turquie comme étant un État autoritaire, un État dictatorial, que Recep Tayyip Erdogan n'est pas un démocrate, il a tendance à concentrer les pouvoirs. Il pensait qu'il devait perdre directement. Non, c'est-à-dire qu'il pensait non seulement qu'il devait remporter, mais en quelque sorte un peu manipuler les résultats. Ouais. Et que, en fait, la Turquie n'est pas une démocratie. Alors c'est faux. Il a obtenu 49%. Il a obtenu 49,51%, ce qui déjà fait mentir toutes les prédictions qui avaient été faites, comme quoi il devait être balayé par son opposant. Oui. La deuxième chose, c'est que la Turquie, les électeurs turcs se sont mobilisés massivement pour participer à cette élection, et les résultats n'ont souffert d'aucune contestation, aussi bien de la part de l'opposition que de la part du parti au pouvoir, de l'AKP. Donc,
aujourd'hui, on voit donc qu'on a eu une élection qui s'est globalement bien déroulée, des résultats qui ont reçu l'assentiment de l'essentiel des participants. Maintenant, on attend voir le second tour. Et à partir du second tour, on va s'intéresser à un troisième. Le 28 mai prochain, on va s'intéresser particulièrement aux consignes de vote qui vont être données par un candidat, celui qui est arrivé en troisième position, qui s'appelle Sinan Ogan. C'est le candidat d'un parti ultranationaliste turc. Alors, Sinan Ogan était idéologiquement, il est beaucoup plus proche de la droite de Recep Tayyip Erdogan, donc des conservateurs plutôt que de la gauche de Kemal Kılıçdaroğlu. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il va forcément apporter son soutien à Recep Tayyip Erdogan, même si idéologiquement, fondamentalement, politiquement, ils sont beaucoup plus proches. Tout dépendra maintenant de l'offre que pourrait faire l'opposition à Sinan Ogan pour l'inciter éventuellement à leur apporter leur soutien. Reste aussi, parce qu'il faut savoir qu'il a obtenu 5,3%, et donc c'est lui qui va être considéré comme étant le faiseur de roi. Mais ça aussi, il ne faudrait pas trop s'aventurer, parce que rien ne dit que les électeurs de Sinan Ogan, qui lui ont apporté leur soutien au premier tour, vont forcément voter pour le candidat qu'ils soutiendraient. Et là, je suis un peu dubitatif, parce que c'est là où les observateurs turcs disent que cette élection déjà a montré deux choses. C'est la résilience de Recep Tayyip Erdogan. C'est-à-dire que lorsqu'on pense qu'il est au fond du trou, lorsqu'on pense qu'il va s'effondrer, il arrive à se relever. Et derrière ces élections présidentielles, il y avait aussi des élections législatives, donc c'était des élections générales. Et l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, a déjà au premier tour conservé la moitié des sièges du Parlement turc. Donc son parti est bien positionné pour obtenir la majorité absolue, et lui-même est bien positionné pour obtenir une réélection à la tête de l'État turc. Donc aujourd'hui, ni Recep Tayyip Erdogan ni son parti ne sont morts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même s'il perdrait les élections, ce que je pense peu probable à l'état actuel, même si les choses peuvent évoluer dans un sens aussi. Ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre, mais je pense qu'actuellement, c'est peu probable que Recep Tayyip Erdogan perde l'élection. Mais même s'il perdrait cette élection-là, son parti resterait encore une force politique majeure en Turquie. Et donc, il continuerait à exercer une certaine influence sur la politique intérieure turque. Donc, pour le moment, on attend le 28 mai prochain. On verra comment la campagne va se dérouler pour les deux candidats. On verra ensuite la position de Sinan Ogan, l'homme qui est venu en troisième position et qui est considéré déjà comme étant le faiseur des rois. Mais il a eu donc 5%. Tout ça. Non, 5%, c'est important parce qu'on est à 49%. Oui. L'opposition est 49% et 45%, pardon. Oui. Et Recep en a 49%. Mais surtout, quand on regarde aussi, c'est la raison pour laquelle je me dis que Recep Tayyip Erdogan a plus de chances que son opposant de se faire élire. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la typologie des électeurs qui ont voté pour Sinan Ogan, ce sont des électeurs qui cochent plus dans les cases de l'AKP que dans les cases des partis de gauche. Et donc, c'est pour ça que je me dis que même si Sinan Ogan donnerait comme consigne au vote de voter pour Kemal Kılıçdaroğlu, il est peu probable que l'ensemble de ces électeurs suivent sa consigne. C'est la raison pour laquelle on va maintenant, évidemment, on va regarder de très près comment vont se dérouler ces élections, quels sont les arguments que l'opposition va utiliser pour essayer de faire basculer l'élection en sa faveur, pour essayer de retourner ceux qui sont peut-être indécis, ceux qui peut-être ne sont pas trop satisfaits de Recep Tayyip Erdogan, ou bien ceux qui se laisseraient séduire au dernier moment par l'offre politique que présentera l'opposition. Mais dans tous les cas, cette élection sera particulièrement importante à regarder pour les différentes raisons que j'ai énoncées au début de mes propos. Merci, c'était Jean-Paul qui revenait sur la situation en Turquie pour l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans l'émission Le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.